Bonjour à tous et bienvenue à la deuxième saison d'Au-delà des préjugés, un balado porté par Diversité 02, un organisme communautaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la communauté LGBTQ+. Je suis Roxane Hébert, votre animatrice, et je suis heureuse de vous accompagner tout au long de ce balado pour explorer ensemble différents sujets qui touchent la communauté LGBTQ+. Nous aurons des invités inspirants, des histoires authentiques et nous créerons des espaces de partage et de dialogue. Que vous soyez des gens impliqués ou simplement intéressés à en apprendre davantage sur la diversité sexuelle et de genre, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute! Allô, Amélie! Salut, Roxane! Hey, merci d'être là aujourd'hui pour venir nous parler du sujet. Ça me fait vraiment plaisir. Merci de l'invitation. Aujourd'hui, on va parler un peu de la pression, en fait, que la société nous met souvent, là, inconsciemment, consciemment, d'être hétéro ou une personne cis. Puis on veut parler aussi de si cette pression-là a un impact sur les personnes qui s'identifient à la communauté LGBTQ+. Donc, on va un peu parler de ça, mais premièrement, j'aimerais peut-être ça que tu te présentes, ton nom, tes études, en fait, ton pronom aussi également. Oui, donc, moi, c'est Amélie Dufour. J'utilise le pronom « elle » et les accords féminins. Dans le fond, moi, j'ai étudié pour être TES et ensuite, j'ai poursuivi et j'ai fait un baccalauréat en sexologie. Et là, je suis présentement intervenante chez Diversité 02. Parfait. C'est vraiment le fun que tu puisses venir nous parler du sujet. En fait, dans le fond, j'ai parlé tantôt de la pression d'être hétéro ou cis, mais j'aimerais peut-être ça juste pour les gens qui savent peut-être pas qu'est-ce que c'est qu'être hétéro. J'imagine que les gens le savent pas mal, mais plus cis, une personne cisgenre, qu'est-ce que c'est? Donc, si tu pourrais me résumer un peu ces deux concepts-là. Bien sûr. Dans le fond, hétéro, ça réfère à hétérosexuel, qui est le fait d'être attiré par le sexe opposé. Donc, un homme qui aimerait les femmes et les femmes qui aimeraient les hommes. Une personne cisgenre, c'est quelqu'un que son sexe assigné à la naissance est en concordance avec son identité de genre. Donc, une personne qui est née dans un corps féminin, assigné féminin à la naissance, qui a une identité de genre féminine également. OK. Donc on pourrait dire que la plupart des gens sont des personnes cisgenres, si on se fie vraiment purement statistiquement parlant. Là. Exactement. Okay. On utilise le terme cisgenre c'est comme le contraire de transgenre. OK. De trans, oui. C'est comme l'opposé. C'est peut-être clair, c'est plus clair pour les gens. Oui, donc là. Une personne non-binaire et une personne trans ne sont pas cisgenres. Dans le fond, moi, je me demande, quand on parle de la pression de la société d'être hétéro, d'être cisgenre, de la pression qui peut être consciente ou inconsciente, là, ça m'amène à penser au concept d'hétéronormativité et de cisnormativité. C'est peut-être des mots qui font peur aux gens là, quand on les nomme comme ça, mais c'est des termes que nous, à Diversité ou que dans le milieu LGBT, c'est des termes qu'on fait référence quand même souvent. J'aimerais peut-être ça qu'on l'explique. Qu'est-ce que c'est? Premièrement, on va commencer avec l'hétéronormativité. C'est quoi l'hétéronormativité? Oui, donc l'hétéronormativité, en fait, c'est un peu la pensée, souvent inconsciente, que la société nous renvoie, que ce qui est normal, en fait, c'est d'être hétéro. Donc, tout ce qui est en dehors de cette norme-là, la norme étant être hétéro, est anormal. Pour la cisnormativité, c'est un peu la même chose, mais considérant les personnes cisgenres, en fait, que si tu n'es pas cisgenre, tu n'es pas normal. Et que toutes les personnes qui ne se situent pas, qui ne sont ni hétéro ni cis, il faudrait un peu qu'elles se conforment, en fait, aux idéologies. Ben, pas aux idéologies, là, mais... à ce qu'on qualifie de normal, oui, finalement. À ce qu'on qualifie de normal. Donc, un peu... qu'elles aient un mode de vie et des pratiques qui ressemblent, en fait, aux personnes hétéro et cis. OK. Puis, ça pourrait ressembler à quoi, mettons, dans le concret, quelqu'un qui... en fait, qui dirait un propos qui ne serait pas adéquat, par exemple. Tu sais, est-ce que ça pourrait être quelqu'un qui dirait à une fille, par exemple, « Hey, salut, est-ce que t'as un petit chum, mettons? T'as-tu un chum? » Ou, tu sais, ce serait quoi les exemples qu'on verrait, là, plus concrètement? Oui, donc là, tu t'en as nommé un, là, t'en as ciblé un qui arrive quand même assez fréquent dans les parties de Noël, disons. Là, ouais. On a peut-être un peu tous et toutes vécu ça, là. Donc, c'est vraiment on va appeler ça la présomption à l'hétérosexualité. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on va assumer que tout le monde est hétéro. Okay. Ça, c'est vraiment un produit là, de l'hétéronormativité parce que, justement, c'est la norme en vigueur, puis on ne va pas penser qu'il y a un autre
On prend pour acquis, On finalement. prend pour acquis qu'une personne est hétéro, comme s'il n'y avait pas un autre choix, ou que le choix était vraiment trop rare, alors que pas du tout. OK. Donc oui. Un autre exemple, ça pourrait être... des fois, ça arrive là, que dans un couple homosexuel, par exemple de deux femmes, on demande à ces femmes-là, c'est qui l'homme du couple? Ou dans un couple de garçons homosexuels, c'est qui la femme? Comme si... Pour qu'un couple fonctionne, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui prenne le rôle féminin et quelqu'un qui prenne le rôle masculin. Ah, ben c'est intéressant parce que ça permet de voir que même dans des relations queer ou des relations LGBT, il y a quand même une notion d'hétérosexualité dans la communauté LGBTQ+. Oui, exactement. T'sais, à ces moments-là, par contre, les couples homosexuels n'ont pas d'hommes et de femmes dans le couple. C'est un concept qui me fait un peu pas de sens parce que quand tu commences à y penser, c'est quoi être un homme, c'est quoi être une femme, on voit plein de failles. Mais c'est pas réfléchi comme ça. Puis oui. Mais c'est comme s'il y a une pression au niveau des rôles genrés. Oui, absolument. Qui est le rôle masculin du couple, qui est le rôle féminin. Oui. Puis qu'est-ce qui est associé à la féminité, la masculinité dans les rôles. Oui, c'est ça. On pourrait en parler longtemps. On pourrait en parler vraiment longtemps. Effectivement. OK. Fait qu'il y a quand même une influence vécue par la communauté, même au sein même de la communauté d'un principe hétéro, en fait. Puis par rapport à la cis-normativité, est-ce que tu aurais des exemples à me donner plus concrets sur ce serait quoi? Comment ça s'exprime, la cis-normativité, dans le concret, dans le quotidien, chez les personnes trans, par exemple? Oui, bien, un exemple hyper simple, là, dans les toilettes des garçons, généralement, il n'y a pas de toilettes dans les cabines. Oui, il y a des toilettes dans les cabines. Il n'y a pas de poubelle dans les cabines. Donc, les personnes... Les hommes trans qui n'ont pas nécessairement d'hormonothérapie, qui peuvent avoir des menstruations, n'ont pas de poubelle pour jeter leurs produits hygiéniques, mais on en trouve dans toutes les toilettes. Les cabines uniques dans les toilettes pour filles. Donc ça, c'est juste un exemple qu'on ne pense pas que, dans le fond, on se dit, ben un homme n'a pas besoin d'avoir... de produits d'hygiène menstruelle, oui, effectivement. Okay. Alors, ça peut être un exemple. OK. C'est comme trancher au couteau, finalement. Oui. C'est très binaire comme manière binaire. C'est très binaire. Puis, justement, quand on parle de binaire, là, c'est juste pour le bien des personnes qui écoutent le podcast, qui n'ont peut-être pas de connaissances sur les termes. Mais c'est quoi binaire, premièrement, quand on fait référence à une personne non binaire, personne binaire, juste pour qu'on clarifie pour la suite? Oui. Dans le fond, quand c'est binaire, c'est comme tu te dis, là, c'est très tranché, là, donc... c'est soit l'un, soit l'autre, il n'y a pas de zone grise. Donc, c'est soit blanc, soit noir. Comme tu rentres dans un magasin, dans une boutique, tu as une rangée filles, tu as une rangée gars. Ça, c'est une boutique binaire, on va dire. Oui, absolument. Donc, quand on parle de binarité, on va dire aux gens, oui, donc tu dois choisir, soit tu es un homme, soit tu es une femme. Comme s'il n'y a pas d'entre-deux. Et en plus, les critères, comme on a dit tantôt qu'on pourrait en parler longtemps, là, les critères pour savoir c'est quoi être une femme, c'est quoi être un homme, ça peut être assez flou, mais en tout cas, on a quand même, en tant que société, décrété que certaines choses sont féminines puis certaines choses sont masculines. Donc, c'est ça la binarité. C'est de ne pas voir qu'il y a un flou entre les deux et de devoir cocher absolument une case. OK. Fait que la cis-normativité, la pression d'être une personne cisgenre est quand même rattachée fortement au principe de la binarité, finalement. T'sais. Oui. OK. Est-ce que, par exemple, la cis-normativité, ça pourrait être, là, je me demande, mettons, prendre pour acquis qu'une personne, parce qu'elle a les cheveux longs puis des faux ongles, que c'est une fille, tu sais? Oui, absolument, de confondre l'expression de genre avec l'identité de genre. OK. Oui, absolument, là, parce qu'on associe les faux ongles et les cheveux longs aux filles, puis les cheveux courts aux garçons. OK. Bien, c'est vraiment intéressant, en tout cas, d'aborder tout ça, puis je suis sûre qu'on pourrait en nommer encore vraiment plusieurs d'exemples d'hétéronormativité et de cisnormativité. Est-ce que tu crois que les personnes des communautés LGBTQ+, sont influencées elles-mêmes, consciemment ou inconsciemment, par ces concepts-là, au niveau relationnel ou même au niveau sexuel, au niveau des relations sexuelles? Est-ce que tu crois qu'on a une pression sociale de reproduire des comportements typiquement hétéros? Oui, j'ai l'impression que oui, parce que, tu sais, quand on parle de relations sexuelles, souvent, on va penser directement à la pénétration. Donc, la pénétration la plus
classiques, là, donc un pénis et un vagin et non un pénis et un anus. Mais on va beaucoup, beaucoup penser à la pénétration. Donc, et c'est ça aussi qui est beaucoup mis en avant dans la pornographie. Donc, il est possible que les gens des communautés queer vont aller vers la pénétration parce que c'est ça qu'ils ont toujours connu, sans nécessairement se poser de questions sur à quel point ils ou elles aiment ça, tu sais. OK, à quel point ça convient ou non. Exact. OK. Mais c'est comme si ce qu'on voit par rapport à la sexualité, puis même ce qu'on voit dans les émissions, hein, tu sais, dans les émissions, les téléromans ou peu importe, tu sais, je veux dire, on voit souvent des couples hétéros. Fait que, tu sais, on peut même imaginer des scènes hétéros, des scènes sexuelles. Fait que c'est vrai qu'on en voit tellement qu'on s'imagine que c'est ça, la sexualité. Fait que moi, je me demandais, tu sais, pour les personnes qui sont en apprentissage, par exemple, les personnes adolescentes qui ont leur première relation, à quel point ça peut avoir une influence sur eux dans leur... dans l'exploration de leur sexualité ensemble. Par exemple, dans le cas de 2 filles ensemble ou 2 hommes ensemble, mais aussi des personnes trans, des personnes non-binaires, ça peut avoir une influence marquée, j'imagine. Oui, et justement, là, dans la sexualité, tout ce qui n'est pas pénétratif, on va dire, des fois, on va dire à tort et à travers que c'est des préliminaires, comme si ça invalidait tout le processus de la relation sexuelle. Donc, même le principe de la virginité est très basé sur un système hétérosexuel. Ah ouais? Donc, 2 filles ensemble. C'est comme ça reste... La personne est vierge, selon les stéréotypes, je mets des guillemets, mais... Selon ça, oui, c'est ça. Selon les stéréotypes, puis selon ce principe-là, mais on s'entend qu'une personne... une fille qui aurait juste eu des relations sexuelles avec des filles n'est pas vierge pour autant, là. C'est ça. Ouais, c'est comme invalidant et qui est presque dégradant pour les personnes qui adoptent pas, par exemple, la pénétration dans leur relation ou qui... Comme si c'est pas une sexualité valide et... Ouais, c'est vrai. Que c'est pas la même chose, qu'elles n'auront pas de la connexion, qu'elles ont pas connu la vraie affaire, mais tu sais, voilà. C'est même pour 2 hommes hétéros. Pas 2 hommes hétéros, 2 hommes homosexuels. Ou pas homosexuels, mais une relation entre 2 hommes... Il n'y a pas de vagin dans l'équation, mais est-ce que ça invalide nécessairement leur relation parce que ça se passe au niveau de l'anus, alors que pour une fille, pour qu'elle soit déviergée, il faudrait que ça soit pas dans l'anus, tu sais. Fait qu'on peut vraiment se poser plein de questions. À quel point la virginité, mettons, c'est pertinent comme... Bref, on s'est peut-être éloigné un peu du sujet. Non, pas du tout. C'est dans le sujet, là. Moi, en fait, l'idée de donner plusieurs exemples, c'est vraiment qu'on puisse comprendre à quel point ça a un impact marqué sur les relations que ça ne devrait pas, parce que ça me fait penser que peut-être qu'il y a des gens qui sont tellement imprégnés par toute cette pression-là d'avoir des relations qui sont influencées par l'hétérosexualité ou par la sexualité, qui peut-être ça peut les amener à faire des choses dans l'acte qu'ils n'auraient peut-être pas envie de faire finalement, juste parce que c'est comme ça qu'il faut que ça se fasse. Fait que moi, c'est surtout à ça que je pense, de dire que ça peut être vécu de toutes sortes de manières différentes, la sexualité, puis que c'est pas moins valide, tu sais. Oui, exactement. Fait que c'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'on parle quand même de plusieurs exemples. Par rapport à ça, justement, est-ce que tu penses que cette... Puis, tu sais, je dis pression, mais en même temps, on la ressent même presque pas, la pression, parce que c'est tellement partout. Oui, ça l'imprègne notre quotidien. Ça l'imprègne notre quotidien que même nous, puis même moi et toi qui travaillons dans des organismes LGBT, je suis sûre qu'on a quand même des réflexes hétéros, cis-normatifs, sans s'en rendre compte nous-mêmes. Fait que c'est tellement là partout qu'on s'en rend même plus compte, finalement. Puis, est-ce que, selon toi, ça peut avoir des impacts sur les individus qui sont peut-être moins hors de la... Là, je mets des guillemets, là, mais hors de la norme, qui ne sont pas hétéros, cisgenres. Est-ce que ça peut avoir un impact sur eux, cette pression-là d'hétéronormativité, de cisnormativité? Oui, parce que, comme on a dit tantôt, ça peut vraiment invalider, en fait, là, les personnes, leur vécu, comme si c'est pas... comme si ça ne compte pas, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ou elles vivent. Aussi, le fait qu'il manque beaucoup de représentation, là, donc, comme on a dit, il y a beaucoup de modèles des relations hétérosexuelles. On a peu de modèles queer, puis quand il y en a, c'est pas nécessairement bien représenté. Ça se peut que les gens, les réalisateurs n'ont pas nécessairement fait des recherches, puis qu'ils font juste dire, bon, ben ça, c'est comme si
ils construisent la relation comme si c'était une relation hétérosexuelle, mais on va mettre 2 femmes à la place ou 2 hommes à la place. Donc, des fois, c'est pas nécessairement bien fait non plus. Ou parfois aussi, on va reproduire l'hétérosexualité dans un contexte femme-femme, mettons. C'est ça, alors qu'il y a quand même des différences. Tout le monde, mais toutes les relations sont différentes, mais la culture lesbienne dans les relations lesbiennes est différente que la culture dans les relations hétéros, par exemple. Mais à la télévision, on va pas nécessairement voir ces nuances-là. Des fois, oui, des fois, ça peut être très bien représenté, mais des fois, aussi, on va faire en sorte que c'est dramatique. Voilà, là, tu sais, comme les représentations avant, c'est beaucoup... On associe souvent aussi beaucoup l'homosexualité avec le sida, donc souvent c'était dramatique, donc c'est pas des beaux modèles, tu sais, par exemple. C'est comme des clichés. C'est comme si des fois, on va avoir tendance à reproduire des clichés à la télé, puis ça va renforcer justement le cliché qui est déjà là, tu sais. Ouais. Renforcer une idée qui est déjà imprégnée dans la société, fait que ça viendra pas déconstruire des mythes, mais plus les valider. T'sais. Exactement. OK. Puis par rapport, justement, tantôt, plus tôt, tu me parlais des rôles genrés. Tu sais, par exemple, 2 filles ensemble qui se font demander, tu sais, c'est qui le gars du couple dans votre relation, ou 2 gars, c'est qui la fille du couple, c'est qui le gars du couple, tu sais. Moi, ça me fait beaucoup penser à quelque chose, un préjugé qu'on entend beaucoup, surtout au niveau des hommes en relation homosexuelle. On parle beaucoup de top-bottom. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Oui. Ben, tu sais, pour moi, ça réfère un peu à une forme d'hétéronormativité ou vraiment le fait d'avoir des rôles. Je sais pas si tu pourrais peut-être m'en parler un peu plus de ces réalités-là. Oui, dans le fond, souvent, ce qu'on va entendre dans la communauté gay, là, c'est que il y a comme 2 à 3 styles de façon de vivre sa sexualité. Donc, top-bottom, puis aussi... Versatile. Versatile, c'est ça. Je ne sais pas le terme en anglais. Je suis pas sûre, sous toute réserve. Il me semble que c'est versatile aussi, mais je ne sais plus c'est quoi le terme en anglais. Là. Mais donc, soit t'es top et t'es donc la personne qui pénètre, ou soit t'es bottom et t'es la personne qui est pénétrée. Puis aussi, des fois, ce terme-là, il va être reproduit, il va être utilisé aussi pour parler de qui est la personne dominante. Donc, top est la personne qui domine et bottom est la personne qui est soumise. Donc, tout dépendant comment c'est géré, c'est pas parce que tu es soumise et que c'est toi qui est pénétré nécessairement que ça marche plus. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est très ancré. Même dans la communauté queer en général, souvent ces termes-là vont être utilisés. Là. Puis c'est presque, est-ce que tu dirais que c'est même pas banalisé, mais que c'est comme tellement quelque chose qu'on parle d'emblée? Oui, dans le fond, l'étiquette va arriver quand même assez tôt, même dans le dating. Donc... Puis en général, quand on parle de sexualité, t'es plus top ou t'es plus bottom. Ouais, c'est comme une manière, c'est comme indiscret, mais on devient tellement qu'on l'entend partout que c'est comme si tu te sens mal à la limite de dire ben là, j'ai pas envie de le dire. c'est comme si ça devient une pression. Puis c'est ça, la position top-bottom peut aussi ramener dans les relations hétérosexuelles qu'il y a qu'une personne qui pénètre parce qu'il y a juste une personne qui a un pénis. Ouais. Puis il y a qu'une personne qui reçoit parce qu'il y a juste une personne qui a un trou pénétrable puisqu'on considère que l'anus, souvent, mettons, chez l'homme, va être associé à l'homosexualité, ce qui n'est pas vrai du tout. C'est une pratique sexuelle. OK. Ouais. Ben, en tout cas, on a fait un segment quand même qui est très... par rapport aux relations sexuelles, tu sais, je pense que c'est important qu'on en parle parce que c'est vrai qu'on a tendance à éviter le sujet, mais en même temps, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la réalité des gens. Fait que c'est vrai que si je peux refaire un résumé, top-bottom, c'est quelque chose qui est typiquement associé aux réalités homme-homme, mais est-ce qu'il peut être appliqué dans d'autres relations? L'idée top-bottom, est-ce qu'il y a aussi cette pression-là dans les couples de femmes? Oui, parce que des fois, il y en a qui utilisent aussi des objets. Puis comme j'ai dit, il y a aussi la position de domination et de soumission. OK. Fait qu'il y a aussi, pas une attitude, mais il y a aussi un rôle qui vient avec ça. Oui, une attitude aussi, je dirais, qui pourrait être dans la sexualité, en tout cas. OK. Mais est-ce que c'est obligé d'être de cette manière-là? Absolument pas. Ce n'est pas obligé. Puis c'est un peu... tu sais, on parle pas de domination non plus. On rentre pas dans le BDSM, on rentre pas dans les... là-dedans, là, dans les diversités des érotismes, là. Mais non, c'est pas du tout obligatoire, tu sais. Chacun vit sa sexualité comme il ou elle l'entend, puis il y a certaines personnes qui ont de la difficulté à prendre les rênes, disons, dans la sexualité,
Mais On peut être dans un rapport équitable, on peut être dans un j'imagine, rapport aussi. équitable, c'est ça. Ou vraiment où il n'y a pas de personne dominante. Non, c'est ça. Mais des fois, il y en a qui aiment ça aussi. Puis, tu sais, dans la sexualité, Mhm. c'est correct. Tu sais, je pense que c'est tant que ça ne déborde pas Mhm. dans la vie quotidienne que quelqu'un domine une autre personne, tu sais. Mais dans la Mhm. sexualité, tout le monde fait bien ce qu'il ou elle veut. Mais faut juste se questionner sur pourquoi est-ce qu'on est en train de reproduire ça, ces normes-là. Fait que plus un questionnement individuel de est-ce que ça c'est bon pour moi ou pas, tu sais. Parce que j'ai déjà parlé à une fille qui m'avait dit, moi, il n'y a pas de gars c'était une personne qui était en couple avec une autre femme qui disait, le but, c'est qu'il n'y ait pas de gars dans ma relation. Là, chez moi, il n'y a pas de rôle féminin, il n'y a pas de rôle masculin, il n'y a pas de top-bottom, il n'y en a pas. Ouais, c'est ça. Le but, c'est qu'il n'y en ait pas, tu sais. Moi, je me demande, pour une personne qui écoute notre podcast puis qui pense peut-être être influencée par l'hétéro-cis-normativité, par la cis-normativité, une personne qui est de la communauté LGBTQ+, ou qui est en questionnement, ou qui est un proche, est-ce que tu as des conseils à donner à ces personnes-là pour essayer de se détacher un peu de cette pression-là qui est tellement partout, finalement? Comment on fait pour revenir à soi-même, se faire sa propre idée, finalement? Ouais, ben, ce que j'aurais envie de conseiller, c'est d'être plus critique avec les comportements qu'on a, dans le sens que il faut se questionner sur pourquoi on a certains comportements. Est-ce que ça vient vraiment de nos envies ou ça vient d'une pression extérieure? Donc, vraiment, c'est ça, de se questionner un peu plus, de faire une certaine introspection de « OK, quand j'ai tel comportement, quand on pose telle question, comment je réponds? » Tu sais, c'est... ça peut vraiment... Voilà, là, il faut se questionner. Puis aussi, je me dis, dans un point de vue sexuel, de savoir soi-même qu'est-ce qu'on aime moins, ça peut être pertinent de faire une... Absolument. Donc, on peut explorer, on peut soit seul, soit dans une relation sécuritaire là, et stable, où on se sent bien, en fait, là, que c'est pas nécessairement en montagne russe. Donc, plus explorer qu'est-ce qu'on apprécie sexuel, mais aussi qu'est-ce qu'on apprécie dans une relation, parce que certaines personnes, tu sais, on parlait de domination, de soumission, top, bottom, puis des choses comme ça. Mais il y en a que ça plaît aussi, là, que c'est ça qu'ils aiment, qu'ils et elles aiment, en fait. Donc, faut pas non plus se dire, parce que ça réfère aux personnes hétéros, il faut vraiment pas que j'utilise ce terme-là, tu sais. Je pense qu'il faut vraiment plus être critique. Et... plus se questionner, puis faire de l'introspection, finalement. C'est ça, tu sais. Puis aussi de peut-être, quand on consomme de la pornographie aussi, d'avoir un certain recul par rapport à la pornographie. Tu sais, qu'est-ce qui est véhiculé là-dedans, c'est peut-être pas toujours ce qui est viable dans une relation sexuelle. Et c'est peut-être pas nécessairement ça qui fonctionnerait dans entre deux ou plusieurs personnes, là. Donc, de pas nécessairement idéaliser ça, puis de vraiment se centrer sur ses besoins. Ouais. Fait que de se faire des genres de petits... des petits moments d'arrêt pour dire « OK, là, moi, je vis ça en ce moment dans cette relation-là. Est-ce que ça me rend bien? Est-ce que je suis confortable là-dedans? » Fait que, tu sais, de se faire des petits moments, des petits temps morts pour faire une analyse générale, finalement. Exactement. De ça. Pour voir c'est quoi nos motivations à faire certaines affaires, à consommer certains trucs et à agir. Est-ce que tu penses que ça pourrait être bien pour les personnes, justement, de s'entourer, d'avoir un réseau? Est-ce que tu penses que l'importance du réseau LGBT, du réseau queer est importante pour, justement, avoir d'autres visions qui sont peut-être moins influencées par l'hétérosexualité, par exemple, tu sais, d'aller s'informer, d'aller voir des ressources, par exemple, qui peuvent nous éduquer davantage sur qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui se peut? Oui, ben moi, je pense que, justement, quand on a cerné c'est quoi nos besoins, aller voir des ressources, ça peut être une très bonne idée. S'informer sur des sites fiables, puis de voir avec soi-même. C'est sûr que ça peut toujours être intéressant de rencontrer sa communauté pour jaser de nos affaires, mais comme on a dit, les communautés sont un peu influencées aussi par l'hétérosexualité, mais l'hétéronormativité, pas l'hétérosexualité. Mais en même temps, c'est des gens que peut-être qui vont se poser plus de questions aussi. Puis même les personnes hétéros, des fois, peuvent être... sont inclus là-dedans parce que c'est pas parce que on a décidé que
que les relations hétéros devraient être d'une certaine façon, doivent être d'une certaine... C'est intéressant. Fait que même les personnes hétéros pourraient vivre une forme une pression liée à comment être hétéro, mettons. Effectivement, oui. Fait que c'est intéressant. Fait que c'est vraiment pas spécifique, tu sais, dans le sens tout le monde a avantage à se questionner sur les pratiques, puis peut-être de garder une vigilance à la consommation de pornographie ou à la consommation de, je sais pas moi, de toutes les émissions qu'on voit à la télé, où est-ce qu'on voit des couples, où est-ce qu'on voit des personnes cis. Fait que, tu sais, de se garder toujours un pas de recul par rapport à ça pour s'assurer qu'on est en cohérence avec nos envies. Oui, c'est ça. Donc, l'hétéronormativité est pas saine même pour les gens hétéros. Là. C'est vraiment pareil pour la cisnormativité. Là. C'est pas nécessairement la meilleure chose. Il peut y avoir des affaires qui sont correctes, mais il y a d'autres affaires que c'est un peu... C'est comme de dire qu'une personne hétéro, il y a comme un modèle, puis il faut se caler à ce modèle-là. OK. Et le modèle ne convient pas à tout le monde, malheureusement. Mais c'est vraiment intéressant de juste garder l'ouverture et de ne pas se mettre des œillères sur il y a juste une manière de fonctionner, c'est comme ça que ça doit se faire. Ça se peut que ce soit ça qu'on aime, tu sais, que ce soit de cette manière-là. Et c'est parfait. Tant mieux, parce que c'est bien moins... Ça peut être moins compliqué des fois, là, tu sais, quand c'est très tranché. Mais en même temps, c'est juste de dire que faut s'ouvrir un peu sur les différentes possibilités. Oui, exactement. Mais en tout cas, Amélie, ça m'a fait plaisir de te recevoir. Merci d'avoir pris le temps de démystifier tous ces concepts-là avec nous. J'espère que ça va avoir été plus clair pour les gens qui nous écoutent. Oui, ben merci encore de m'avoir reçu. Ça m'a fait vraiment plaisir. Bye. Bye. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.